4 questions ensemble, hein, et puis on va y répondre, on va essayer d'y répondre après avec les deux intervenants. Donc, bonjour, Valentin Boval, agronome, qui a aussi été agriculteur pendant une trentaine d'années en Anjou, et puis qui a travaillé comme consultant du CIRAD, membre d'AVSF, dans une trentaine de pays en développement. Au sujet, Agnès, c'est les bions, rotation de bions, techniques classiques, Sénoufo, Dogon et autres ethnies, en particulier Bamileke en Afrique. Donc Promata retrouve ça, c'est très bien, mais ça existe depuis longtemps. Là, j'ai des questions très précises, des recherches-actions en fait très précises par rapport à l'exposé. Plus loin. Oui, d'accord. Par rapport à l'exposé de M. Lemonceau que j'ai beaucoup apprécié. La première question, c'est pesticides et vie du sol. En tant qu'agriculteur, on a remarqué quand on utilisait des fongicides, en particulier certaines triazoles, que la décomposition des pailles après ne se passait pas très bien. Également, insecticides et vie de la microfaune des sols. Les carbofurants, par exemple, quand vous mettiez des microgranulés. Nous, on était en agriculture intégrée, on n'était pas en bio. On a réduit de moitié les phytos. En 1995, on avait atteint les objectifs d'Ecophyto 2018. Mais néanmoins, on s'est quand même rendu compte d'un certain nombre de dégâts. Donc, beaucoup d'insecticides du sol ou même d'insecticides sur la semence ont un impact sur la vie du sol. Et là, ce n'est pas très connu parce que les firmes homologuent leurs produits sans passer par cette étape. C'est une piste qui nous intéresserait beaucoup. En sachant que quand on développe le semi-direct, on utilise souvent plus d'insecticides sur les semences ou globalement de pesticides. La deuxième piste, c'est semi-direct et N2O. C'est un truc qui est très controversé. C'est sûr qu'on capte mieux le carbone avec le semi-direct, mais si on émet plus d'N2O, quel est le bilan global? Et que peut-on faire pour mieux gérer ça? Troisième piste, c'est lié aux évolutions actuelles. Vous savez que la méthanisation a fait un boom terrible en Allemagne, et qu'en France, maintenant, il y a plein de projets. L'agriculture industrielle se reconvertit, on va dire. Beaucoup aimeraient toucher des subventions pour avoir des projets méthaniseurs de méthanisation et parfois des gros projets industriels. Et le digestat que l'on remet dans le sol après s'apparente quand même beaucoup à un engrais chimique et il y a un peu de carbone mais il n'y en a plus du tout autant. Alors, quid pour, quand on remettait nos pailles dans le sol, on contribuait, on donnait de l'énergie à la faune et microfaune du sol. Qu'est-ce qui se passe si on ne remet que du digestat qui aura beaucoup moins d'énergie? Vous voyez qu'il y a des pistes d'action mais très concrètes. Là, on est des gros projets qui sont en train d'être financés. Et puis la quatrième question, c'est toujours non, mais c'est des pistes et je m'arrêterai là, c'est le trichoderma. J'ai des amis qui travaillent au compte, un ancien directeur de recherche scientifique du CIRAD, René Diaz, travaille sur des programmes en Afrique, en particulier au Burkina, de compost amélioré avec le trichoderma. Apparemment, les résultats sont intéressants. Hein? Donc, oui, Sylvie Bonny, je travaille à l'INRA dans le département de sciences économiques et sociales. Ma question est relativement générale, mais aussi très appliquée. On souligne souvent l'intérêt de l'association agriculture-élevage. Je voudrais avoir le point de vue des spécialistes du sol sur cet intérêt et comment, comme c'est très fréquent qu'il y ait l'un sans l'autre, comment on peut pallier à la disjonction fréquente actuelle. Et une deuxième question, l'agriculture biologique aujourd'hui cherche à produire suffisamment de quantité par hectare. Or, ces restitutions, ces apports au sol sont parfois relativement faibles. Est-ce que parfois, il n'y a pas un risque, par exemple, qu'il n'y ait pas assez de phosphore? Je précise, je suis agroéconomiste, pas agronome, qu'il n'y ait pas, par exemple, suffisamment de phosphore restitué s'il y a beaucoup d'exportation via le produit vendu. Autrement dit, il n'y a pas de retour de tous les fertilisants qui s'en vont. Est-ce qu'il y a suffisamment de restitution en agriculture biologique moderne? Merci.
Donc une question qui s'adresse à la fois à François et à Philippe. Dans la variante François, c'est est-ce que dans l'énorme masse de littérature que tu as dépouillée de références, il y en a qui est en provenance de l'écologie? C'est-à-dire, est-ce que l'écologie s'est exprimée sur l'agroécologie et est-ce qu'elle la considère comme un... Comment est-ce qu'elle la considère? Est-ce qu'elle la considère comme un domaine particulier d'application ou une sous-discipline, ou etc. Ça serait intéressant de savoir. Et à Philippe, du coup dans la même ligne, est-ce que, bon, je crois te connaître, t'identifier en tant qu'écologue microbien, oui, on pourrait dire ça comme ça. Est-ce que dans un congrès d'écologie microbienne, tu te qualifierais d'agroécologue? Et c'est vraiment c'est innocent. Si jamais vous vous qualifiez d'agroécologue, c'est plutôt sur une question sur la méthode de travail, parce que vous avez parlé de recherche fondamentale en amont du conseil, d'aide à la décision, etc. Et moi, je me pose la question de la recherche en agroécologie. Est-ce que c'est pas plutôt une recherche participative qui forcément, et c'est vraiment une question, qui forcément se fait avec les agriculteurs, leur savoir empirique et en interaction? Alors ça s'adresse également à Agnès. Est-ce que c'est possible de faire ça sur le domaine de la recherche du sol, en fait? Donc sur la première série de questions, impact des pesticides, bon, forcément, si on applique des fongicides, ça va avoir un impact sur les champignons du sol, c'est clair. Ceci étant, il y a une très forte résilience de la microbiologie des sols. C'est-à-dire que si on n'applique pas de façon continue et répétée le pesticide en question, on revient très rapidement à la situation initiale. L'application répétée et continue d'un pesticide, en l'occurrence herbicide, il a été montré dans notre unité par le groupe de Fabrice Martin et auparavant par Guy Soulas, que le sol devient adapté. C'est-à-dire qu'il y a une pression de sélection pour des populations qui acquièrent l'aptitude à dégrader le pesticide correspondant. Et là, il y a un double enjeu. Il y a un enjeu environnemental et agronomique. Au niveau agronomique, on veut que le pesticide soit maintenant suffisamment longtemps pour faire son job. Et au niveau environnemental, on souhaite que le pesticide soit dégradé à terme. Et donc, on a très régulièrement sur plein d'autres sujets, ce que les anglo-saxons appellent des trade-offs ou des oppositions. Et en fait, un des challenges qui n'est pas le moindre des recherches que l'on fait, c'est de les gérer. Semi-direct et émission de N+O, il y a peut-être des gens qui... Bernard, qui est peut-être plus compétent que moi pour traiter ça. Oui, bon, là-dessus, là-dessus, il y a simplement des synthèses qui ont été faites sur N2O et le travail du sol. Alors, il y a des synthèses américaines, puis on en a fait une avec Jean-Claude Germont sur la méta-analyse de Biblio. Bon, c'est vrai que il y a des émissions de N2O qui sont un peu plus fortes en présence de semi-direct, mais essentiellement en début de différenciation des essais. Donc on a un effet de l'antériorité de différenciation sur les émissions. Cela étant dit, quand on regarde le bilan carbone et voir le bilan énergétique des systèmes semi-directs et labour, malgré le fait qu'on peut émettre un peu plus de N2O, on reste de toute façon un peu plus intéressant sur l'aspect carbone en semi-direct, et en matière énergétique, on reste plus intéressant, et là, c'est lié essentiellement au fait qu'on utilise moins de fuel pour travailler le sol, évidemment.